Bonjour à tous, on était en train de danser sur notre fabuleux générique. Bienvenue à vous dans votre émission Ensemble c'est mieux sur France 3 Bretagne. Vous le voyez, il y a du soleil ce matin sur le plateau et de la bonne humeur. Nous nous intéresserons en premier lieu aux AOP, les fameuses appellations d'origine protégée. Elles sont quelques-unes en Bretagne, parmi lesquelles les moules de Bouchot de la baie du Mont-Saint-Michel, les cocos de Paimpol, l'agneau de Pressalé ou bien encore le cidre de Cornouailles. Nous verrons cela tout à l'heure. Comme chaque mardi, nous mettrons aussi en lumière un projet en recherche de financement participatif sur la plateforme Kengo. C'est Thibaut Piel qui viendra nous parler de photographie vagabonde. Il sillonnera la Bretagne à bord de son tuk-tuk photographique pour vous tirer le portrait. De la terre au ciel, il n'y a qu'un pas. Un autre photographe nous rejoindra. Jérôme Ouivet a survolé notre région pour en faire de magnifiques clichés que l'on retrouve dans le deuxième opus de la trilogie Vol au-dessus du littoral de Bretagne, consacré cette fois-ci au Finistère. Ça vient de sortir. Et puis nous parlerons de bijoux anciens. Ségolène Carbonnier-Duhem a créé une plateforme web qui s'appelle la Bijoutech. Valorisez, vendez et dénichez vos pièces uniques. C'est le credo de cette passionnée qui organise le 11 juin prochain à Vannes une conférence sur le réemploi, la transformation et la transmission des bijoux anciens. Voilà pour le menu du jour. Bienvenue à tous. Bienvenue Jérôme. Merci, bonjour. Bienvenue Ségolène. Bonjour. Bienvenue Thibaut et bienvenue Catherine. Bonjour Laurence. Merci. Bonjour. Qu'est-ce que vous diriez de faire un petit point d'abord sur l'AOP? Parce qu'on croit tout savoir dessus, mais c'est pas forcément vrai. La réponse tout de suite en image, l'AOP. Non mais t'as vu? On donne la Légion d'honneur à des aliments maintenant. C'est vraiment n'importe quoi, non? Je vous arrête tout de suite, madame. Le petit rond rouge sur votre plaquette de beurre ou encore cette pomme est un label qu'on appelle AOP, ou en français, appellation d'origine protégée. Alors, à quoi ça sert? Eh bien, c'est un label européen qui atteste que ce fromage, ce pain ou ce vin ont été produits à tel endroit, avec tel produit et selon un savoir-faire reconnu. Ça les rend donc incomparable et inimitable. Et elle n'est pas bien vieille cette AOP, puisqu'elle a été créée par l'Union européenne en 1992. Figurez-vous qu'elle est directement inspirée de notre appellation d'origine contrôlée française. Car chauvin comme nous sommes, cela fait des siècles que l'on préserve ainsi notre terroir. Depuis 1824, dans l'Hexagone, il est même interdit par la loi de faire passer des vessies pour des lanternes, ou plutôt un bleu d'Auvergne pour un roquefort. En 2005, les Grecs ont été jusque devant la Cour européenne de justice pour acter que la feta n'est pas juste un fromage au lait de brebis lambda, mais un produit typiquement grec, fabriqué par des Grecs, chez les Grecs, avec du lait grec. Les Danois ou les Français qui appelaient leur feta feta ont donc dû aller se faire voir chez les... ils ont dû changer de nom. Mais notre pays n'est pas en reste et compte environ 468 produits AOP. C'est énorme. Alors, on n'a peut-être pas de pétrole, mais on a des jambons, des saucissons, des olives, des bières, des fruits, des légumes, du fromage et du vin. Bref, on est bien. Ah ça, on est bien. Qu'est-ce que ça vous inspire, ma Catherine? Une émission autour de l'AOP. Oui, et d'une manière plus générale, moi, ça m'a inspiré ce patrimoine breton. Et vous saviez que là, dernièrement, il y a un maire de Gironde qui a décidé de faire entrer les bruits de la campagne au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est une très bonne idée. Oui, les moumous des vaches, le chant du coq, etc. Et puis il dit c'est aussi un patrimoine à protéger. Voilà, un peu comme l'AOP. Alors j'ai décidé de lister aussi ce patrimoine sentimental qui est ou pas régional, en tout cas local, et puis que souvent on a envie de protéger. Voilà, j'en ai déjà parlé dans cette émission, mais je vais commencer par le punk à chien de la place Sainte-Anne. Je les appelle les congressistes. C'est aussi une image et un patrimoine de la ville de Rennes, donc à protéger. L'odeur de pommes acides dans le cellier de mon grand-père Raymond, à protéger. Les transmusicales, les horizons pour les Rennais, l'odeur du bitume après la pluie. Du bitume. Oui, ça marche très bien. c'est à protéger. L'odeur de la campagne après la pluie, l'odeur de la forêt après la pluie, l'odeur de la plage après la pluie. Il y a beaucoup de choses après la pluie parce qu'on est quand même en Bretagne, donc il se passe beaucoup de choses après la pluie, mais à protéger tout ça. Les lâchers de truites. Les lâchers de truites, alors pas sur les internets, dans les vivieux, les lâchers de truites, voilà, ça y est, bon, je l'ai. Quand il fait super beau et que le paysage est complètement éclairé devant nous, mais qu'on reçoit quand même des gouttes.
Hein, cette sensation-là, c'est un peu en été quand la saison se cherche. Alors, on connaît le proverbe, Laurence, je vois dans votre œil qui frise. Non, ça n'a rien à voir avec le proverbe. En Bretagne, il pleut que sur les... Sur les vaches, voilà. Non, c'est juste peut-être pour se rappeler de temps en temps où le temps nous rappelle que... même si on est sous la pluie, il y a du beau temps quelque part, pas loin. La galette saucisse, le champ, essentiel à protéger, la et galette. puis notre Barry White breton que vous avez reçu la semaine dernière, je l'ai vu sur le plateau, Gilles Servat, qui nous dit, je me permets, à protéger, parce que lui, il raconte aussi son amour de la Bretagne. La Bretagne a-t-elle autant de charme pour border de sable l'horizon, pour colorer mes yeux de ses vagues, pour couronner mon front de ses algues. J'ai des landes farouches dans la tête, j'ai des vents parfumés dans l'oreille, le ressac palpite dans mon cœur, j'ai des huîtres et du vin dans la bouche, voilà, à protéger également. Et je voulais vous demander, allez, on va prendre le temps quand même, vous, votre patrimoine sentimental aux invités que vous aimeriez protéger. On commence ici ? Oui, allez. Alors moi, ce que j'aimerais protéger pour mes descendants, c'est ce que j'essaie déjà de protéger, c'est, on va dire, mon classeur de négatifs. Et toutes les photos qu'on retrouve chez nos parents, on revient dans la maison d'enfance, on feuillette les vieux albums. Et ça, hélas, je pense que ça tend à disparaître. Donc, protégez vos photos, imprimez vos photos, tirez vos photos pour que vos enfants et vos petits-enfants puissent les voir. Patrimoine de famille, merci Thibaut. Ségolène, vous voulez protéger quoi ? On n'a pas trop de doute. Oui, je crois que les bijoux, pour moi, c'est une forme de patrimoine intime. Ouais. Donc je le dis souvent d'ailleurs. Et aussi la transmission orale au sein de la famille. Ça, c'est un truc qui me semble intéressant à protéger. Jérôme, qu'est-ce que vous souhaiteriez protéger, vous ? Moi, en tant que photographe, évidemment, ce seront les paysages, puisque c'est quelque chose, c'est une valeur qu'on doit défendre, qu'on doit protéger, les protéger de l'urbanisme, les protéger de tout ce qui peut les envahir, et puis garder cette nature intacte parce qu'elle est merveilleuse, et particulièrement ici en Bretagne. Pas mal de choses à protéger. Alors, parmi les AOP bretonnes, il y a le cidre de Cornouailles à protéger lui aussi. Je vous invite donc à pousser la porte tout de suite de la cidrerie du Quinquis à Quimper, une entreprise familiale qui produit du cidre dans la plus pure tradition. Vous regardez ce reportage de Claire Loué et Yvan Froberg. Quand on broie nos pommes, on laisse la pulpe cuver. On pratique toujours le cuvage ici. Donc on va les broyer et on va attendre au minimum. Quand Hervé Seznec parle de son métier, il est intarissable. Depuis près de 40 ans, ce passionné produit à Quimper du cidre, du lambic et du pommeau. Donc je vais assembler différentes variétés. Les deux premiers rangs du haut, c'est de la féobrise qui est... Douce, amère, acide, le cidrier associe 25 variétés de pommes pour produire le cidre de Cornouailles, le seul en Bretagne en appellation d'origine protégée. Le cahier des charges garantit la provenance des pommes et la technique d'élaboration. Le Cornouailles ici en Finistère et même nos cidres sur le manoir du Quinquis sont en 100% pur jus. Donc on a vraiment que du pur jus de pomme comme pour un vin. Dans le vin en France, on n'a pas de vin fait à base de concentré. Dans la pomme, j'allais dire malheureusement, ça fait partie de la consommation. On peut aller jusqu'à 50% de concentré de pomme. Donc on a différents cidres en France qui ne sont pas tous des purs jus. Donc c'est pour ça que les visites d'entreprise ont l'intérêt de venir découvrir les différents savoir-faire. Donner des clés aux consommateurs. La cidrerie, qui pressera cette année 450 tonnes de pommes, se visite toute l'année. L'occasion de pénétrer dans les coulisses de la fabrication de cette boisson pour ce groupe de touristes rennais. Je trouve que de venir voir sur le terrain finalement des producteurs de pommes qui font à la fois la récolte et puis l'élaboration du cidre permet de voir un peu qu'il est possible de faire des produits de qualité tout en respectant à la fois la nature et puis informer le consommateur de cette spécificité en tout cas au cœur de la Bretagne. C'est rassurant. On retourne à vraiment nos racines et de voir qu'il y a des personnes qui maintiennent ces façons de faire pour nous donner à nous à profiter de produits naturels, c'est très rassurant. La lumière du jour direct est mauvaise pour le vieillissement des produits. Clou de la visite, la découverte du chai le plus grand et le plus ancien de Bretagne. Le manoir du Quinquis transforme les 2 tiers de son cidre en eau de vie et en pommeau qui vieillissent dans ces gigantesques fûts de chêne. Certaines barriques sont plus que centenaires. Nous, ce qui va nous distinguer, c'est qu'on travaille en gros comme il y a 100 ans, on n'a rien inventé. C'est-à-dire qu'en cidre, on est toujours en 100% pur jus, on est en effervescence naturelle. Alors c'est un risque qu'on prend parce qu'on a 2-3 mois de prise de mousse. Enfin, c'est important pour nous de transmettre tout ça au public qui vient nous voir. C'est ce qu'aujourd'hui les gens recherchent, quoi. C'est cette transparence, c'est pouvoir venir
mais c'est aussi, surtout, je pense, avoir de vrais produits, quoi. La cidrerie vend l'essentiel de sa production en direct, mais les bouteilles se retrouvent aussi sur les tables des grands restaurants. Muller, venu de Francfort, apprécie. C'est le cidre cuvée blanche que on boit le cuvée blanche avec les apéritifs, avec les desserts. Très agréable. Pour moi, c'est une surprise d'avoir cette grande sélection comme ici, avec différentes formes de cidre, différents goûts, etc. Alors j'aime beaucoup. On va monter le degré d'alcool progressivement pour atteindre les 70 degrés en degré d'alcool. Un voyage gustatif et olfactif qui s'achève ici, au pied de ce vieil alambic en cuivre. Le distillateur élabore l'eau-de-vie de cidre qui sera commercialisée à 40 degrés, un savoir-faire qu'il faut faire savoir. C'est un métier où on n'est pas exposé, on est peu vu. On travaille souvent dans l'ombre, il faut récolter ses pommes, les transformer, en faire le cidre presque un an après. Une fois qu'il est sec, on va le distiller. Et à l'automne d'après, on recommence chaque année, puisqu'on vit au rythme des saisons. Et c'est intéressant d'avoir des visiteurs, parce que ça leur permet de découvrir déjà un environnement qui ne leur est pas familier. Et nous, de donner un peu de sens aussi à notre métier. La visite terminée, Hervé Seznec repart au pressoir. Grâce à un ensoleillement exceptionnel, les premiers jus sont sucrés, promesse d'un cidre qui ravira les papilles. Voilà, le cidre de Cornouailles, une AOP bretonne à protéger absolument. À protéger absolument, en priorité. Hein. Ça donne soif. Goutte que goutte. On va le protéger. Goutte que goutte. On va retrouver Thibaut. Vous êtes donc photographe, on l'a bien compris. Vous lancez un appel, Thibaut, au financement participatif sur la plateforme Kengo. Votre objectif, c'est de réaliser un tour de Bretagne à bord d'un tuk-tuk photographique. Exactement. Alors, racontez-nous, quel est cet engin? Vous nous présentez. Alors, l'objectif, c'est de réaliser ça, mais c'est d'abord de réaliser un rêve. Voilà. J'ai envie de prouver aux gens qu'on peut faire ce qu'on a envie. Si on a envie de transformer un vieux tuk-tuk des années 70 en appareil photo, alors, on peut le faire. Ouais. Alors effectivement, donc là on voit, c'est un truc que j'ai ramené de Savoie. Je suis allé l'égoter en Savoie, voilà. Il était tout rouillé, tout troué. Ça fait plus de 6 mois que je travaille dessus, avec plein d'amis. On a un garage juste à côté, à Guichin, qui nous est gentiment prêté par un ami de ma maman. Profitez-en. Et ça permet de travailler. C'est une aventure avec beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui viennent donner un coup de main, qui mettent la main à la pâte, et c'est un prétexte pour que ça soit une belle aventure humaine. Donc le projet, en fait, c'est de transformer en fait le coffre des images que peut-être que vous avez dû voir en chambre photographique géante. Donc pour réaliser du grand format, donc toujours en argentique. Moi, c'est ce qui me passionne, avec un laboratoire donc à l'intérieur. Voilà, là, alors le tout en 1 mètre cube quand même. Voilà. C'est pas aisé de faire tout rentrer. Je vais me casser le dos, mais je pense, ouais. Voilà, c'est un beau défi technique. Et ce qui est bien avec la photographie comme ça, c'est que c'est de la photographie vraiment primitive. On peut faire un appareil photo avec une boîte de conserve et un trou. Ouais. Voilà, il y a eu des objectifs et des choses comme ça qui ont participé à l'évolution de la photo, mais à partir d'une chambre noire et d'un truc qui coulisse et de papier sensible à la lumière, on peut créer des images. L'idée, c'est quoi? C'est d'aller à la rencontre des Bretons, de leur tirer le portrait? Voilà, donc l'idée, c'est de faire le tour de Bretagne, qui se déroulera en septembre. Moi, l'idée de base, c'était de renouer un peu avec mes racines. Maintenant, j'habite à Paris, donc voilà, pour le travail, etc. Et je me suis dit que j'aimerais bien refaire un tour de Bretagne, dans le Finistère, où j'ai grandi. Et donc le but, c'est une fois la cagnotte terminée, le projet et la partie caméra, laboratoire, que tout ça est opérationnel, le but, c'est d'aller à la rencontre des Bretons et d'aller photographier les marins qui rentrent du port, les places des petits villages, les festivals en Bretagne. Qui voudra poser pour moi, devant mon objectif, pour réaliser les miens. Voilà. Vous allez avoir du monde, évidemment. Alors, c'est pas la première fois que vous partez sur les routes. Hein. Vous avez déjà bourlingué avec un autre objet insolite, ça s'appelait l'Afghan Box. Voilà. Qu'est-ce que c'était? Alors, l'Afghan Box, la Street Box, il y a beaucoup d'appellations, parce que les origines... À protéger aussi. Voilà, à protéger aussi. Ça a été beaucoup utilisé, en fait, en Afghanistan, en Inde, et c'est toujours utilisé. C'est la même chose. Le tuk-tuk est l'évolution naturelle. C'est le grand frère de l'Afghan Box.
Donc ça, c'est un artisan qui me l'a construite, qui s'appelle Streetbox Camera, qui est installée d'ailleurs à la Gacilly pour information. Et donc c'est une boîte toute simple, une boîte noire avec un objectif qui permet de faire des petits portraits toujours en argentique avec le petit laboratoire à l'intérieur. Des petits portraits 10-15. Donc là, les images que vous voyez, c'était au Brésil. Elle a bien bourlingué. Là, on peut voir, c'est la reproduction du négatif que vous avez vu et qu'on le passe en positif. C'est un process qui est très simple. Pour la petite anecdote, je suis parti avec un plâtre parce que je me suis cassé le bras 2 jours à la fête foraine de Rennes, 2 jours avant de partir. Avec 20 kilos de matos à emmener. C'était sympathique. Sympa, vous avez bien géré. Voilà. Bon. Alors, votre dada, on l'a compris, c'est l'argentique. Voilà, exactement. Et en particulier les portraits. Pourquoi? Qu'est-ce que vous trouvez dans cet argentique que vous ne trouvez pas dans le numérique aujourd'hui? La chose qu'on trouve dans l'argentique, c'est l'artisanat. C'est un truc encore à protéger. On fait quelque chose de ses mains. On n'est pas là en train de... C'est pas du tout la même approche photographique. Moi, quand je vois des photographes qui shootent au numérique, pour la même photo, ils vont... le côté à la chaîne. Voilà. Nous, on prend le temps, on se pose, et en particulier, surtout avec les portraits, en particulier avec ce procédé, il faut vraiment chiader le truc. Les temps de pause sont longs. Donc les gens, ils doivent pas bouger. Il faut réussir à leur tirer une expression. Et moi, c'est ça qui m'intéresse chez les gens, c'est de réussir à montrer la personne comme elle est. Voilà. Pour réussir un beau portrait, on dit qu'il faut connaître la personne, et je trouve ça vraiment véridique. Ça laisse du temps pour la discussion. Le temps de pause pour faire un portrait. Alors pour faire un portrait, par exemple, avec la boîte en bois que vous avez vue, on va dire qu'entre le moment où vous asseyez et vous repartez avec la photo sèche, il y a à peu près une quinzaine de minutes. Parce que ce qui est bien, en fait, c'est que c'est un outil qui est énormément pédagogique, et on peut faire un cours de photo de rue en même pas 5 minutes. La personne, quand ils me demandent d'ouvrir la boîte, elle est où votre imprimante et votre truc? Il n'y a rien. Il y a 2 bacs chimiques. Ça surprend, on leur montre le verre qui coulisse, l'image qui devient floue ou nette, l'image qui apparaît. Les gens, moi, ce qui m'intéresse beaucoup aussi, c'est de mettre donc dans le tuk-tuk, et j'ai déjà ça sur la boîte, une petite fenêtre pour que les gens puissent voir la photo qui apparaît. C'est un moment assez magique, et je vous laisse réfléchir. Magie qui est l'anagramme de image. Je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps sur les plateaux. Voilà, exactement. Que vont devenir les photos, Thibaut, que vous allez prendre pendant ce tour de Bretagne? Comment? Que vont devenir les photos? Vous allez en faire quoi? Alors, déjà, tous les gens repartiront avec le positif. Tous les négatifs, moi, je les garde pour ma collection personnelle. C'est ce que je dis aux gens en général. Ils veulent récupérer le négatif. Donc moi, je les garde. Je ne sais pas ce que j'en ferai, mais un jour, j'ai déjà commencé à les étaler sur un mur. Et quand on regarde ce mur et qu'on se dit, waouh, tout le monde est passé devant l'objectif, et on se souvient de chaque rencontre, de chaque personne, ça fait un truc une petite sensation qui fait chaud au cœur, une mosaïque de portraits. Et donc, tous les portraits que j'ai faits en Bretagne, j'aimerais bien à terme, bien sûr, réaliser une exposition photographique. Si possible de rue, peut-être reproduire des grands tirages, aller les coller dans la rue, faire un truc qui est accessible en fait, et rester dans ce thème qui est la rue, pour que tout le monde puisse, à chaque coin de rue en allant au travail, tiens, c'est qui c'est un marin de je ne sais quel coin, c'est ça le but. Voilà. Alors, votre projet, il est soumis en ce moment au financement participatif sur la plateforme Kengo. Si vous, Breton, vous voulez participer et aider Thibaut, eh bien, il reste combien de jours? Il reste une cinquantaine de jours. On est rendu à la moitié de la cagnotte. Et il y a la région Bretagne qui prend 30% qui abonde 30% de la cagnotte. Donc, merci à la région Bretagne. Merci, mais il en reste encore. Ce projet. Il reste encore des sommes à récolter. Voilà, l'appel est lancé. Amis bretons, n'hésitez pas à participer à ce beau projet qui est celui de Thibaut. Jérôme, je me tourne vers vous parce que vous êtes aussi photographe. Qu'est-ce que ça vous inspire, une initiative comme celle de Thibaut? Je trouve que c'est rempli d'humanisme, c'est hyper intéressant. J'aime bien ce contact avec les gens. Et je trouve que c'est un projet auquel il faut adhérer. C'est un projet qui met en valeur un savoir-faire artisanal, un savoir-faire photographique de l'origine. Et je trouve ça très intéressant. On parlait tout à l'heure de photographie numérique. Moi, je fais de la photographie numérique, mais je suis aussi passé par l'argentique. Donc, je connais bien ce process. Et je suis sûr que les gens sont très étonnés aujourd'hui de voir effectivement dans la rue apparaître l'image, chercher l'imprimante, comme tu disais tout à l'heure. Et ça, je trouve ça génial. Je trouve que ça rapproche les gens de la photographie. C'est empreint de bonté, de générosité. C'est super. L'argentique à protéger, donc lui aussi, puisque c'est le thème de notre émission, l'AOP aujourd'hui, et à démocratiser également.
Notre peau est également à protéger et vous êtes de plus en plus nombreux, ah oui, sacrée transition, à plébisciter les cosmétiques naturels. Le marché se développe pas mal dans notre région. Je vous propose de regarder ce dossier signé Karine Sévère, Thierry Breillet, Antoine Vernette et Antoine Repère. Véronique récolte des algues sur les plages du Finistère depuis plus de 20 ans. Cet après-midi, elle est à la recherche de Fucus vesiculeux. Ça, j'ai pas le droit. La cueillette des algues est désormais très réglementée pour protéger les ressources. Des ressources très convoitées par divers secteurs industriels. Il y a de plus en plus de sortes d'algues qui sont demandées et qui sont utilisées, que ce soit en cosmétique ou en alimentaire, pharmacie. Mais le cosmétique, ça représente une bonne partie ? Depuis une bonne dizaine d'années, ils en veulent de plus en plus. La cosmétique est en effet devenue le deuxième pôle d'utilisation des algues après l'agroalimentaire. Une filière que la Bretagne a su exploiter avec de nombreuses créations d'entreprises ces 15 dernières années. À l'origine de cette croissance, la découverte scientifique des diverses propriétés de ces actifs marins. Apaisantes, détoxifiantes, stimulantes, leurs vertus sont nombreuses. Dans les Pays de la Loire, deux frères ont décidé de surfer sur les bienfaits de la naturalité, mais sous une autre forme, la bave d'escargot. Leur élevage, dédié au début à l'alimentation, est devenu une entreprise de cosmétiques très prometteuse. La bave, ça date de l'Antiquité, hein. C'est des remèdes de grand-mère. Donc dans la bave, naturellement, vous avez du collagène, de la lantoïne, de l'élastine, des vitamines et de l'acide glycolique. Tout ça naturellement, hein. Et tout ce qu'il faut pour la peau. C'est en leur chatouillant le pied qu'ils obtiennent cette matière première si précieuse qui sert à fabriquer une gamme de 11 produits, de la crème au savon. C'est vrai que c'est pas forcément glamour, hein, bave d'escargot, mais au moins c'est un produit naturel, hein. Il n'y a aucun produit ici de la pétrochimie, on est sur vraiment des produits naturels avec des super résultats. Avec plus de 98% d'ingrédients naturels fabriqués localement et certifiés bio, cette entreprise a mis toutes les chances de son côté pour plaire aux consommateurs. Le côté naturel égale safe, non toxique, égale c'est bien. C'est pas toujours le cas, hein. Il faut être vigilant, c'est pas parce que c'est marqué naturel que c'est bon. Ensuite, il faut regarder dans la liste des ingrédients toujours la quantité de produits naturels qu'il y a dans la formule et regarder les autres produits qui peuvent être complètement inoffensifs tout en n'étant pas naturels. Ensuite, on va désinfecter tout. Mais pour certaines femmes, la confiance envers l'industrie pétrochimique est bel et bien rompue. Pour réaliser un baume à lèvres, on va utiliser 3 ingrédients de base. Un beurre végétal. On va y rajouter de l'huile végétale et je rajoute de la cire d'abeille. Émilie propose des ateliers pour apprendre à fabriquer soi-même ses cosmétiques. Parabènes, triclosan, phénoxyéthanol, nanoparticules, existent les nombreux additifs dangereux ou controversés. Ici, tout est bio, naturel et à peine transformé. Je fais très attention à ce que je mets dans mon assiette. Donc du coup, je veux faire très attention à ce que je me mets sur le visage et sur la peau d'une manière générale. Et là, ça vous rassure ? Oui, je sais ce qu'il y a dedans. Il n'y a pas d'additifs, il n'y a pas de conservateurs. Ça reste des choses naturelles et je suis de plus en plus attentive aux composants des produits. Et puis ici, aux besoins de sécurité s'ajoute la notion de soin et d'efficacité. Un rouge à lèvres conventionnel, il va être là effectivement pour avoir une bonne tenue, pour faire joli. Il a rarement des propriétés filmogènes, réparatrices, cicatrisantes, avec ce qu'on va pouvoir utiliser en cosmétique maison, en utilisant des huiles végétales, des beurres, qui vont avoir réellement un effet sur les lèvres. Fait soi-même, un rouge à lèvres comme celui-là reste très abordable. Mais dans le commerce, la part d'ingrédients naturels d'un produit est hélas bien souvent proportionnée au prix. Bon, les escargots sur le visage, ça vous tente les uns les autres là ou... J'adore les manger. Ah, d'accord, oui. Moins sur la peau. Est-ce que ça marche avec le bigorneau alors? À mon avis, ça marche mieux. Ouais, avec une petite huître le matin. Ouais. On se tamponne le visage à l'huître. Douceur d'huître. Très breton. Très breton. Bon, sinon, on garde ses rides, c'est bien aussi. Hein, oui. pas, c'est naturel. Oui, allez, Ségolène Carbonnier d'UM, bienvenue à vous. Vous êtes la fondatrice d'un site internet qui s'appelle La Bijoutech. C'est un très joli nom. Qu'est-ce qui vous a amené à cette idée? Dites-nous. Et en quoi ça consiste Moi, je suis passionnée de patrimoine depuis longtemps. Oui. Et puis, j'ai eu un coup de foudre lors d'une brocante sur un stand de bijoux anciens. Vous n'étiez pas du tout dans la partie, pas du tout. Vous travailliez dans le tourisme Absolument, avant. oui. Voilà, et ça a eu des répercussions incroyables, ce coup de foudre, parce que ça a changé votre vie, en fait. Ça a changé ma vie.
Je me suis formée ensuite à la gémologie, à l'étude des pierres, donc en utilisant en bijouterie, et puis à l'expertise en bijouterie. Et en fait, c'est aussi que les bijoux anciens sont menacés de fonte, bien souvent. Alors ça, oui, ça c'est un peu votre mon cheval de bataille. Ne fondez pas votre... C'est ma cause. Oui. Et c'est une réalité. Donc, ils sont menacés de fonte, surtout depuis 2008. Il y a eu un boom en fait du marché de l'or. Il y a eu beaucoup de comptoirs de rachat d'or. C'est vrai que lorsqu'on est confronté à des difficultés ou lors d'un héritage, on est parfois tenté de fondre ces bijoux pour avoir un pécule. Mais le bijou, c'est le seul élément de patrimoine dont on tire un avantage financier de la destruction. C'est vrai. On ne ferait pas ça avec un manuscrit, on ne ferait pas ça avec un meuble ancien. Et ça me révolte un peu. On sent bien que ça vous tient à cœur. Alors, expliquez-nous l'objectif de ce site, la Bijouthèque. Alors, on propose à nos clients de valoriser, de vendre et de dénicher la pièce unique. Parce que, on parlait d'unicité. Un bijou, c'est d'abord quelque chose d'unique. Ce n'est pas fait en série, c'est réalisé à la main. C'est souvent de grande qualité parce qu'on avait des savoir-faire incroyables. C'est une histoire aussi, hein, ça transmet une histoire. Ça transmet, on parlait de patrimoine, voilà, c'est la transmission. Et ça a traversé les âges, et les bijoux ont des tas de choses à nous raconter. Et donc, vous travaillez également sur le réemploi et ce qu'on appelle l'upcycling de bijoux anciens. Alors, expliquez-nous ce que c'est, la différence entre réemploi, upcycling. C'est une nouvelle tendance, pas mal. Oui, c'est-à-dire que de tout temps, en fait, on a démantelé les bijoux, on les a transformés, même au sein des cours royales européennes. C'est une pratique qui n'est pas nouvelle. Les objets montés, ça date du Moyen-Âge. Ça a été remis au goût du jour par les joailliers au XIXe siècle. Et aujourd'hui, on continue. Là, on a un très bel exemple de bracelet. C'est en fait un couvercle de poudrier. C'est fabuleux, qui a été donc transformé. Donc on utilise un élément, alors c'est pas c'est 16e Sud, dont la créatrice est Catherine Tisseuil, et c'est magnifique ce qu'elle fait. C'est très très beau. Et alors l'upcycling, donc là c'est encore une autre démarche. L'upcycling, c'est vraiment au lieu de jeter quelque chose qui est réputé bon pour la casse, sera magnifié par cette pratique-là de l'upcycling. C'est du surcyclage en fait. C'est pas simplement du recyclage, on rend désirable quelque chose qui était quand même plus utilisable ou plus vraiment en bel état. Alors ça veut dire par exemple qu'on peut avoir un objet ancien qu'on peut transformer en bijou. Et oui, non seulement c'est possible, mais vous pouvez apporter à Catherine Tisseuil un objet qui vous tient à cœur, qui peut-être était dans votre famille, et elle en fera un bijou en discutant avec vous. Alors, ce sera un peu l'objet de la conférence que vous allez organiser le mardi 11 juin au Palais des Arts de Vannes. Ça aura lieu de 14h à 16h. C'est pas la première fois que vous montez comme ça une conférence en Bretagne. Vous l'aviez déjà fait à Ploërmel, c'est ça? Ploërmel, qui n'est pas une ville innocente pour le bijou, puisque c'est la dernière école d'orfèvrerie de France qui s'y trouve. Très belle école, d'ailleurs. C'est pour ça qu'on l'a organisée là-bas. Alors, cette fois, donc, ce sera à Vannes, au Palais des Arts, on l'a dit. Qu'est-ce qui va se passer? Le thème, ce sera quoi? Le thème central n'est pas l'objet monté ou l'upcycling, c'est on mettra en lumière la façon dont les bijoux à travers l'histoire ont été remodelés, transformés et transmis. Mais là, on parle souvent des grandes dynasties et des cours royales. Et bien sûr, ça va ouvrir en fait sur cette idée-là d'upcycling et de transmission. Parce que c'est un vrai défi aujourd'hui, tout de même, que relève l'upcycling, de réutiliser des choses qui existent déjà, de consommer de façon plus éthique. Mais cette conférence est tout de même une conférence historique qui est assurée par une véritable pointure dans le domaine. Voilà, Madame Céline Galin-Delduc, qui est docteure en histoire de l'art et du bijou, spécialiste du bijou antique. Et c'est à Vannes, et c'est vraiment la première fois qu'on a ce sujet-là. C'est exceptionnel, et j'ai beaucoup de demandes et de gens qui souhaiteraient venir, mais c'est vrai que... Qui sont intéressés. Bon, écoutez, donc, on a noté, pour les bijoux anciens, ce sera donc mardi 11 juin au Palais des Arts de Vannes. Bijoux anciens à protéger. Il reste quelques places. Voilà, oui, il reste quelques places. Il faut réserver avant? Oui, c'est idéal, puisqu'il n'y a que 20 places, donc...
Ah oui, donc oui, il faut vraiment réserver avant. Donc c'est un sujet qui est très ouvert. Hein. D'accord, donc via votre page Facebook ou votre site internet. Merci beaucoup Ségolène. On va maintenant reparler de photos, parce que c'est un petit peu aussi le thème de cette émission. On va pousser exceptionnellement les portes du service de l'inventaire de Bretagne. C'est un service qui enquête et photographie le patrimoine architectural depuis plus de 50 ans. Et vous allez voir, c'est assez surprenant. C'est un magazine signé Catherine Carlier, Christophe Rousseau et Tanguy Descamps. La Bretagne d'antan et d'aujourd'hui. Avec une souris, il est possible de se plonger dans ce monde de granit, de pans de bois, de terre et d'ardoise. C'est André Malraux, alors ministre de la Culture, qui a initié cet inventaire du patrimoine. Il voulait une photographie de cette France rurale des années 60. La région Bretagne, avec sa forte identité, a donné le coup d'envoi. L'idée de Malraux, c'était de dresser une photographie de ces formes d'architecture avec une méthodologie nationale et de dresser une photographie au moment où tout était en train d'évoluer, où il y avait ces formes, de nouvelles formes d'architecture qui apparaissaient, du pavillon, de la maison un peu carrée, et qui se substituaient progressivement aux formes d'habitat local et aux formes de construction propres à chaque territoire. À Rennes, au service de l'inventaire, voici le coffre-fort. Une pièce maintenue à 15 degrés pour mieux conserver les quelques 500 000 clichés collectés depuis plus de 50 ans. Ici, vous êtes vraiment dans le Saint des Saints. Vous êtes dans l'endroit le plus précieux du service de l'inventaire, puisque ici, vous avez tous les clichés photographiques qui ont été pris depuis 1964. Toutes les photographies de tous les formats sont méticuleusement classées. Un trésor qui est maintenant accessible au grand public. 180 000 clichés vont être mis en ligne. Un travail de titan, car une fois numérisées, les photos doivent être encore retouchées si nécessaire. Je regarde toutes les petites pétouilles qu'il peut y avoir. Donc ça veut dire des petits blancs dans le ciel qui ont été faits lors soit de la numérisation, soit de l'entretien du cliché, en fait, enfin, du négatif. Ça a pu s'abîmer. Et il y a certaines photographies qui ont droit à un rattrapage particulier. On peut voir qu'elle n'est pas très bien cadrée. Je vais essayer de la redresser au maximum pour que ça soit facile à la lecture pour le lecteur. Je dois pouvoir dire que cette image, il faut la garder parce qu'elle va avoir un intérêt patrimonial, en fait. La photo est aussi indissociable de la démarche d'inventaire, c'est-à-dire on recense, on étudie, on décrit, mais chaque dossier d'inventaire est accompagné de photos parce que la description, avec des mots, aussi précise soit-elle, elle remplacera jamais l'illustration. Donc la photo est attachée depuis le démarrage à l'opération d'inventaire. La photothèque du service de l'inventaire s'enrichit chaque jour. Quand il y a une mission sur les édifices religieux, par exemple, les chercheurs passent d'abord pour mener leur enquête. C'est ensuite aux photographes d'intervenir. Quand je prends en photo un retable, on a le choix, soit on garde tel quel avec les pots de fleurs, la nappe, parce que la nappe d'autel, ça fait partie de la liturgie, ou soit pour avoir une meilleure lecture sur du mobilier, donc on enlève la nappe. Et là, par exemple, il y a eu une belle surprise, c'est qu'en enlevant la nappe, j'ai découvert une pierre tombale, quoi. Puis, en plus, il y a un truc intéressant, c'est qu'il y a une main qui est gantée sur la dalle, donc c'est certainement un chevalier, on ne sait pas trop, quoi. Donc à chaque fois, on ramène un petit complément à nos chercheurs. Ce jour-là, à Saintré, à 20 km à l'ouest de Rennes, ces 3 chargés d'études doivent réaliser un recensement le plus exhaustif possible du patrimoine sur la commune, 116 édifices à voir et à étudier. La deuxième moitié 19e ? Ouais, deuxième moitié 19e, je pense. Pour voir l'évolution de l'architecture et du bâti, ils ont en main des anciennes photos du bourg, notamment celle d'une ferme des années 80. Elle n'a pas disparu, mais le bâtiment a évolué. Juste ici, les ouvertures, les 2 gerbières sont toujours là. Intéressant, là, de voir l'évolution ou décevant ? Non, intéressant parce que c'est un bâtiment doit évoluer aussi et ça fait partie de l'histoire du bourg. Mais d'où l'intérêt de faire une enquête d'inventaire, c'est de garder la trace de ce qu'a pu être le bâtiment avant.
Après le centre-bourg, les alentours. La carte IGN est utile. Un autre édifice est à voir, une ferme, mais cette fois elle a été entretenue et restaurée. La rencontre avec le propriétaire va être essentielle car il va pouvoir révéler l'histoire des lieux. Mes parents étaient agriculteurs. D'accord, ok. C'était une petite ferme de 14 hectares, ça. Et le bout là, c'était la maison d'habitation et la chambre, parce qu'en haut, il y avait une chambre pour nous, puisqu'on était 5. Et le reste, c'était grenier en haut. D'accord. Et en bas, c'était l'étable. Et l'écurie qui était dans l'autre bâtiment qui est un peu plus bas. D'accord. Juste ici, Après, oui, au milieu là. Il y avait une porte, on a bouché la porte en bas et on a remis une fenêtre à la place. Avec ces informations, les photos de la ferme auront une valeur ajoutée. Maintenant, le patrimoine du quotidien, les maisons, les commerces, les ateliers, les croix de chemin, tout ce patrimoine est mis en valeur. La région Bretagne a la chance d'avoir un patrimoine d'une extrême diversité, d'une extrême richesse et surtout d'une grande dispersion aussi. C'est-à-dire tous les kilomètres, il y a quelque chose à voir et il y a de nouvelles histoires à raconter, de nouveaux angles d'attaque. Donc, quels que soient les centres d'intérêt des publics, on peut toujours trouver des liens et des moyens de raconter des histoires et c'est ça qui est intéressant. Et effectivement, les collectivités, les agences d'architecture et d'urbanisme, les associations, les particuliers, ils sont de plus en plus nombreux à se plonger dans ce trésor photographique du patrimoine breton. La photographie est un élément essentiel pour restaurer également le patrimoine breton, on le voit. Oui, c'est intéressant, c'est étonnant de voir ça, de voir l'évolution justement de ces paysages, de ces bâtiments, de ce patrimoine. Voir comment c'était avant, aujourd'hui, et puis refaire le point peut-être dans quelques années. Oui. Vous allez en voir beaucoup, Thibaut, je pense, justement des éléments de patrimoine lors de votre Trobraise photographique. Exactement. Ça vous touche, alors vous êtes plutôt axé sur les portraits, mais ça vous touche quand même ces bâtiments. C'est surtout la démarche qui me préserver. touche, le fait de se plonger dans les négatifs pour aller chiner et retrouver la vie des gens, la vie des communes. Je trouve que c'est ça qui est beau avec la photographie, c'est que ça a marqué l'histoire en tant que technique, mais ça a aussi marqué l'histoire. C'est avec ça qu'on refait l'histoire, en revoyant les photos, en se plongeant dans des classeurs de négatifs, en rescannant, en reclassant tout. C'est un travail de titan. Et moi, c'est aussi une énorme passion dès que je vois dans les braderies, dans les choses comme ça, je chine les négatifs. Je suis tombé sur des vieilles plaques des années 1900 d'un photographe de nu que j'ai remis au jour, que j'ai refait des tirages. Coquin. Et je trouve ça pour que les gens les voient. Oui, voilà. C'est pas seulement pour moi. Voilà. Non, mais c'est beau de faire revivre parce que aussi tous les négatifs, etc. Qui ont été développés. Donc il y a la photo, mais il y a aussi le travail de l'artisan derrière qui a tout tiré, qui a tout fait. Et là, il se dit dans sa tombe, mon travail resserre aux gens du futur pour voir comme c'était avant. J'ai fait du bon travail. Donc ça, c'est beau. Jérôme Ouivet, on vous appelle, vous, le photographe goéland. Alors, il va falloir nous expliquer. On a une petite idée, mais quand même. Après les Côtes d'Armor et l'Ille-et-Vilaine, c'est ce mois-ci la sortie du deuxième opus consacré au Finistère, d'une collection inédite de 3 ouvrages parus chez Big Red One, une collection qui survole notre belle Bretagne, et particulièrement le littoral. La Bretagne, est-ce qu'elle est plus belle vue du ciel ? Elle est déjà très jolie à terre. Mais Oui, elle est déjà très belle à terre, elle est étonnante à terre, et vue du ciel, elle a un côté graphique qui ressort, des couleurs qui ressortent qui sont étonnantes, des transparences d'eau qui sont bluffantes. Ouais. Et oui, moi je la trouve très très belle vue du ciel. C'est vrai, quand on goûte pas loin, on se croirait vraiment en Polynésie. On pourrait s'y croire. Vous avez le cœur bien accroché. Vous avez effectué vos premiers reportages aériens durant 3 ans en tant que photographe officiel de la sécurité civile. Ouais. Et puis après, vous avez poursuivi, et vous continuez toujours d'ailleurs, en devenant un photographe de référence concernant les sports de glisse, c'est particulièrement le windsurf. Qu'est-ce qui vous attire justement dans l'élément maritime, le littoral je suis tout petit, je suis tombé dans l'eau, on va dire. J'ai failli me noyer à l'âge de 6 ans. Ça ne m'a pas effrayé. Et ma grand-mère m'a inscrit à l'école de voile presque immédiatement après. J'ai passé mon enfance à bord des optimistes, des bateaux, puis des planches à voile. J'ai eu envie de fixer ce sport, de ramener les souvenirs de mes amis, des sessions qu'on partageait ensemble. Et puis voilà, c'est mon élément. Je me sens bien dans l'eau et j'aime la photographier. Alors parfois, en étant immergé lorsque je fais des images de surf,
ou de windsurf, et puis parfois en l'air. En l'air. Vous aimez bien les airs aussi. En photographiant vue du ciel. Ouais, alors votre démarche, elle est originale. Hein. Vous parcourez la Bretagne à bord d'un paramoteur. Alors expliquez-nous un petit peu. Le paramoteur, en fait, c'est une sorte de mobilette désert. C'est l'engin. Tout désert. Voilà, un tout désert. Je pense que vous y avoir des passerelles entre vous. On fera la course cet été, mais je pense qu'il va gagner. C'est l'engin aérien motorisé le plus simple, le plus économique, le plus accessible du monde. Un pilotage relativement simple, une mise en œuvre facile. On peut le transporter dans le coffre de sa voiture. C'est simplement un parapente avec un petit moteur. Donc on peut décoller d'un champ, on peut décoller du bout de la plage et s'envoler avec une autonomie de 2h30, 3h et parcourir ainsi comme ça, s'affranchir des barrières, s'affranchir des clôtures et aller découvrir ce qu'il y a derrière la pointe ou la pointe suivante, découvrir un petit peu ce paysage. Vous retournez plusieurs fois sur le même site. Ça vous permet aussi de retourner en fonction des lumières, des marées, des saisons. Parce que c'est un travail de 3 ans, votre série. Là. Voilà, en fait, c'est une trilogie sur le littoral de Bretagne. Et c'est vrai que cet engin aérien me permet, avec son coût d'utilisation maîtrisé, me permet de venir et revenir sur les sites. Contrairement à un travail que j'aurais pu faire en hélicoptère, qui aurait été très onéreux et auquel il aurait fallu que j'aille très vite. Là, je peux venir, revenir, aller chercher les lumières, revenir plusieurs fois pour voir le même paysage avec une marée, avec une lumière différente le matin, le soir. Essayer d'étudier un petit peu toutes ces combinaisons pour pouvoir essayer d'avoir la plus belle image possible. Et ensuite choisir, sélectionner pour pouvoir représenter à travers ces livres les plus beaux endroits. Vous êtes comme Thibaut, vous aimez prendre le temps. Absolument, c'est un travail artisanal, on va dire. Et vous le faites tout seul, c'est ça qui est beau, vous n'avez pas besoin de... Voilà, en toute indépendance. C'est aussi le plaisir de pouvoir décider soi-même et ne pas dépendre d'un pilote, de quelqu'un. C'est une belle évasion. Une belle évasion. 180 clichés. On a envie de vous demander, est-ce qu'il y a un coin que vous préférez en Bretagne? Alors, c'est très difficile. C'est très difficile parce que chaque coin a son charme. Alors, je dirais qu'il y a certains coins, il y a quelques coups de cœur, et puis il y a des coins qui me tiennent à cœur. Pour moi, la découverte de la Bretagne, elle s'est passée dans le Finistère. Elle s'est passée du côté de Landunvez. Lorsqu'avec mon meilleur ami adolescent m'a fait découvrir ce coin de la Côte des Légendes, près de la petite chapelle qui est située au bout du monde là-bas. Je dirais que c'est peut-être ce coin que je retiendrai particulièrement. Mais après, derrière ça, il y a des îles, il y a des phares, il y a des criques, des anses, des coins moins connus. Et on trouve des endroits qui sont absolument étonnants. Ouais, c'est magnifique. Alors, vous avez confié les textes, parce qu'il y a aussi des textes dans cet ouvrage, à l'auteur Erwan Crouan, qui est historien de formation et professeur d'histoire géo. C'était important pour vous, un éclairage complémentaire avec des mots? Oui, bien sûr. On dit parfois qu'une image vaut 1000 mots, mais moi, je trouve intéressant d'avoir une légende autour de l'image, une explication, de savoir de quoi on parle. Je voulais des textes très simples, je voulais des anecdotes historiques, géographiques, une anecdote d'aujourd'hui aussi, parfois un peu d'humour. Et je voulais des explications, mais quelque chose qui s'adresse à tout le monde. Je ne voulais pas rentrer dans des longues descriptions un petit peu soporifiques. Donc il fallait que ce soit vraiment assez bref. Et puis ces textes sont en anglais aussi, ils sont traduits français et anglais, de manière à ce que ce livre puisse devenir aussi peut-être un petit ambassadeur de la région Bretagne, qu'on puisse l'exporter, qu'on puisse le ramener lorsqu'on vient visiter cette région. Ah non, pas douter. Eh bien voilà, on retrouve tout ça dans ce bel ouvrage Vol au-dessus du littoral de Bretagne consacré au Finistère. Eh bien écoutez, on va poursuivre la balade, tiens, si vous voulez bien. Je vous emmène, c'est la suite de notre itinéraire Bretagne de cette semaine, dans les Côtes d'Armor, cette fois-ci, sur le volet du patrimoine dans la vallée du Légué. Vous allez voir ça tout de suite avec ce reportage de Jérémy Armand et Sandrine Ruot. Cette forteresse a survécu aux affres du temps. Aux guerres de succession puis de religion, elle a connu l'abandon jusqu'à la Révolution. Malgré les épreuves, toujours debout. Et derrière ces murs impénétrables, la vie quotidienne au XVe siècle s'organise. Certes, il y a l'aspect fortification, l'aspect défensif à l'extérieur, mais à l'intérieur, on va tâcher d'avoir une demeure de prestige, une demeure de luxe. Donc le seigneur, en temps de paix, ne vit absolument pas dans le donjon, il vit dans les logis. On voit encore la salle des banquets. Voyage immédiat au Moyen-Âge. C'est ce que propose le gardien des lieux.
Les visiteurs s'aventurent dans un dédale de courtines et de remparts, et le charme des lieux opère instantanément. On voit les yeux des gens, des adultes, des enfants qui s'ouvrent quand ils voient ça, parce que des châteaux comme ça, il y en a plus beaucoup, quoi. Puis il a une histoire. Une histoire à portée de main. Avec cette copie d'une épée médiévale de plus d'1 mètre de long. On n'est pas du tout sur une arme qui est lourde en fait. Hein. Vous pouvez la soupeser, vous allez voir. C'est une arme à 2 mains par contre. Hein, attention. Ah ouais. Hop, voilà. Ouais. Pas très à l'aise, j'ai pas l'habitude d'en manier, mais non, mais ça reste un peu lourd, mais quand même maniable. Chaque année, le château attire environ 10 000 visiteurs, comme cette famille des Pyrénées. Ça va équiper, en fait. On aime bien découvrir les châteaux, en fait, l'histoire des régions, parce que nous, on a des châteaux, mais c'est pas les mêmes. Savoir un peu ce qui s'est passé dans la région à l'époque, découvrir les habitudes, les coutumes. Pour garder ses beaux atours, le château a besoin de travaux de restauration. Ces maçons, spécialisés dans les monuments historiques, s'affairent pierre par pierre. Donc là, on a démonté un bout du rempart pour le renforcer. Et on refait les joints pour l'étanchéité, quoi. Et c'est un chantier qui dure 1 mois et demi. Des travaux coûteux à la charge des propriétaires, une famille descendant des premiers bâtisseurs. Des travaux, il y en a plein les cartons, il y a plein de projets, tant pour sauvegarder l'édifice que pour améliorer sa visite. Mais le financement, il arrive au goutte à goutte, hein, c'est grâce aux visiteurs. Heureusement, on avance, mais plus on a de financement, plus on peut aller vite dans les travaux en fait. Hein. Louise de Quingo était une noble bretonne au XVIIe siècle dont la famille était propriétaire de ce château. Notre séquence archive nous amène en 2015. Lors de fouilles réalisées au couvent des Jacobins, des archéologues ont découvert sa dépouille dans un état de conservation remarquable. Elle s'appelait Louise de Quingo, décédée en 1656. Elle faisait partie de la haute noblesse bretonne du XVIIe siècle, l'ancêtre du comédien Guillaume de Tonquédec. Son corps a été découvert en mars 2014 sous le couvent des Jacobins à Rennes, protégé par un cercueil de plomb dans un état de conservation exceptionnel. D'où l'intérêt suscité chez les archéo-anthropologues de l'INRAP, comme Rosane Colter. On avait une sépulture qui était très bien conservée et on avait un corps dont la putréfaction s'était arrêtée pendant 350 ans mais qui allait revenir. Donc il a fallu qu'on agisse nous très très vite pour garder le maximum d'informations et archiver toutes ces informations. Identifiée grâce au cœur de son mari, retrouvée près d'elle, Louise de Quingo, qui s'était retirée dans un couvent après son deuil, n'a sans doute pas fini de révéler tous ses secrets. Remontons aux sources du Léguerre. À Bulat-Pestivien, le clocher atteint 66 mètres, point culminant des Côtes d'Armor. Prenons un peu de hauteur en compagnie de Bernard Riot, spécialiste du patrimoine breton, auteur d'une 40aine d'ouvrages. 139 marches à gravir pour atteindre l'un des plus beaux panoramas du Trégor intérieur. Bernard Riot, il y a environ 6000 chapelles en Bretagne et il y en a un nombre important ici. Oui, parce que le Trégor correspond à la Bretagne occidentale, donc une cristallisation insulaire entre le 3e et le 10e siècle, qui a fait qu'on a une prise de possession par ce qu'on appelle les moines bretons. La densité religieuse de la Bretagne occidentale est beaucoup plus importante, effectivement. Elle est 5 fois plus importante que sur la Bretagne orientale. Le pays est sacré, le paysage est sacré, donc il n'y a pas de différence entre le profane et le religieux. Bernard Riot, on a 2 saints jumeaux qui sont célébrés à quelques kilomètres de distance. Oui. Donc c'est Saint-Anvel à Locquenvel, et l'un à Locquenvel et l'autre à Belle-Île-en-Terre. Donc ce sont deux frères qui effectivement, l'un est honoré au solstice d'été en juin et l'autre au solstice d'hiver à Noël. Le Saint-Anvel de Locquenvel est associé au loup,
puisque selon la légende, le loup aurait mangé son animal de bas. Donc Saint-Anvel, qui est un thaumaturge, qui est un véritable sorcier, va commander au loup et va dire au loup de remplacer l'animal qu'il a mangé pour l'assister dans ses travaux aquatonnos. En matière de légende, il y a aussi une représentation importante de l'Ankou, notamment ici à Bulat-Pestévien. Oui, à Bulat-Pestévien, on a la particularité sur l'ossuaire d'avoir plusieurs représentations de l'Ankou, dont l'une très originale qui est le spectre hurleur. Généralement, l'Ankou est représenté avec une houe, avec une faux, avec une lance. Ici, effectivement, il hurle. Il hurle pour effrayer, pour saisir d'effroi les gens qui vont mourir. C'est le conducteur des morts qui va faire passer les morts de ce monde-ci dans le monde de l'au-delà. Complètement. On rigolait là-dessus, mais l'Ankou à protéger ou pas alors, quand même? Oui, ça fait partie des légendes aussi. Ça fait partie des légendes. Quand même, c'est dingue, Laurence. On a vu, voilà, on est quand même avec des passionnés, que ce soit la photo en plein air, sur Terre, les bijoux anciens. Ouais. Et si ce qu'il y avait aussi comme patrimoine à protéger, c'était pas ça. Les passionnés, leur passion, et puis l'amour qu'ils mettent dans leur métier. En tout cas, voilà, ça, on a de la chance ici quand même. Ouais. Effectivement, on est bien lotis. Merci à tous d'avoir été à nos côtés. Ne lâchez rien, continuez à voler dans vos... On continue à fond. Ouais. Sauf les bijoux. Sauf les bijoux, par contre, ne volez pas les bijoux. Et ne les fondez pas, ne les fondez pas surtout. Allez, je vais lancer un petit appel à témoins avant que nous nous quittions. En vue d'une prochaine émission, nous recherchons vos témoignages sur la dyslexie. Alors, si vous avez apprivoisé votre dyslexie, venez nous en parler. Pour cela, c'est très simple. Vous allez sur la page Facebook de France 3 Bretagne, ou bien vous nous envoyez un petit mail à l'adresse qui s'affiche sur votre écran, ou bien encore vous nous appelez, c'est tout à fait possible également, 02 99 01 74 13. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Merci à vous. On se retrouve demain, mercredi, à 10h50. Ce sera la journée mondiale de l'environnement. On en a parlé un petit peu avec Jérôme tout à l'heure, mais ces jolis paysages à protéger, à préserver eux aussi. On vous souhaite une magnifique journée sur France 3 Bretagne. Dans quelques minutes, c'est votre journal régional. Kenavo. Kenavo.